un problème de masque. Bonsoir. Bonsoir à tous. Mon nom est Raphaël Rérol. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Frédéric Boyer, qui est l'auteur d'un livre absolument extraordinaire, d'une traduction extraordinaire des Géorgiques de Virgile, qu'il a rebaptisé et on lui demandera pourquoi. On s'est dit que ce serait bien de commencer cette soirée par une petite mise en bouche, c'est-à-dire par la lecture d'un extrait de ce texte par le comédien Pierre Beau, qui est là dans le noir, mais qui veut peut-être venir. Ensuite, de quoi nous aurons cette conversation, puis Pierre lira de nouveau, et ensuite, vous aurez, je ne vous vois pas, mais vous aurez la possibilité de poser quelques questions avant la fin de la soirée. Voilà, je vous le dis pour que vous puissiez méditer. Quoi faire pour le bonheur des champs? Sous quelle étoile la terre retournait, Mécène? Et aux ormeaux attacher les vignes comme il faut. Quel souci des vaches? Quel entretien pour obtenir des troupeaux? Et pour les abeilles rares, quelle expérience? C'est ici que mon chant commence. Vous, très lumineuse lumière du monde, qui dans le ciel dirigez l'année en cours, libère et Cérès la nourricière, si, grâce à vous, la terre a troqué le gland de Chaoni pour le gros épi barbu, et mélangé dans les coupes l'eau de l'Achelous au raisin trouvé. Et vous aussi, présence lumineuse des campagnes, faune, posez ici vos pieds ensemble. Faune et jeune dryade, vos œuvres, je chante. Au travail. Vite. Dès les premiers mois de l'année, des taureaux puissants retourneront le sol gras de la terre. Puis l'été poudreux chauffera de ses soleils mûrs les mottes offertes. Mais si le sol n'a pas toujours été fécond, un léger labour suffira quand vient l'étoile de l'automne, là pour que des herbes ne nuisent pas aux récoltes, ou ailleurs, empêcher l'humidité de s'évaporer d'un terrain sec. Une année sur deux, acceptez de faire reposer les jachères fauchées. Le champ paresseux se raffermit dans l'abandon. Il se met au changement d'étoile de l'épeautre blond, là où se ramassaient avant de joyeux légumes aux cosses branlantes. Fruits ténus des fèves, brassées craquantes de frêles tiges de lupin et bois sonores. Attention, le lin assèche le champ comme l'avoine, comme les pavots gorgés de sommeil létal. À ce rythme, le travail est facilité, à condition de ne pas hésiter à saturer le sol aride d'un fumier gras, ni à jeter la cendre des ordures sur les champs épuisés. Les terres se reposent dans l'alternance des productions et ainsi le gain d'une terre non labourée n'est jamais sans intérêt. Souvent, il est utile d'incendier les terres stériles, de brûler le chaume léger d'un feu crépitant. Les terres en conçoivent des forces secrètes, de lourds pâturages. Par le feu, elles extraient les éléments viciés, font s'évaporer une humidité vaine. Ou cette forte chaleur dilate les pores cachés et en plusieurs drains fait monter la sève dans l'herbe neuve. Ou durcit et contracte les veines béantes, prévient l'érosion des pluies fines. Ou l'effet plus féroce du soleil rapide. Ou encore le froid pénétrant du vent du nord. La suite tout à l'heure. Merci.
Frédéric Boyer, vous êtes éditeur, vous dirigez les éditions POL depuis 2018, vous êtes écrivain, vous êtes romancier, vous êtes traducteur aussi. Et ce texte de Virgile, ça n'est pas du tout votre première traduction. Ça n'est pas du tout votre première traduction, puisque vous avez d'abord dirigé une nouvelle traduction de la Bible en 2001. Vous avez publié, vous avez retraduit les Confessions de Saint-Augustin sous le titre Les Aveux. Vous avez traduit Shakespeare aussi, des sonnets. Donc vous avez cette passion pour les textes anciens. Et maintenant, voici ces splendides géorgiques qui s'appellent Le souci de la terre. Je vous demanderai après, mais pas tout de suite, pourquoi est-ce que vous donnez de nouveaux titres à ces livres? C'est une question qui m'intéresse. Avant de parler de ce texte passionnant que vous appelez ce poème du monde et de la terre, qui émet des sons extrêmement particuliers dans l'époque particulière aussi qui est la nôtre, je voudrais dire que vos propos liminaires sont une réflexion absolument magnifique, non seulement sur le texte lui-même, mais vous évoquez les deuils qui vous ont frappé au moment où vous n'aviez pas achevé, et même pas du tout achevé, si on comprend bien, ce travail de traduction. Vous écrivez la douleur, le sentiment d'absurdité qui s'est emparé de vous quand la mort venait en quelque sorte de démagnétiser cette entreprise comme toutes les entreprises que le deuil semble rendre vaines. Et cette entreprise titanesque, cette entreprise était vraiment titanesque. Il s'agissait, et là je vous cite, de trouver une forme moderne de lecture et de translation de la matière latine pour y tailler en quelque sorte un vers nouveau. Et aussi, vous dites qu'il s'agissait de traduire plus de 2000 vers en suivant les mesures scandées d'un maître trop longtemps traduit par notre alexandrin syllabique. Voilà. Donc ça, c'est ce dont on parlera juste après. Mais je voudrais que vous nous disiez comment vous en êtes arrivé, quelle a été la genèse de votre approche et ensuite de votre travail sur ce texte qui a été extrêmement compliqué, puisque vous dites qu'à 4 ou 5 reprises, vous avez tout jeté pour recommencer. Oui, merci. Bonjour d'abord. Non, mais effectivement, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de m'attaquer à la traduction du vers latin, et notamment donc, ce qu'on appelle l'hexamètre dactylique, qui est un mètre calqué sur le grec, qui est lui-même l'hexamètre, qui est dans la littérature hellénistique, dans la littérature grecque, principalement le vers de l'épopée, mais pas seulement. C'est aussi un vers qui sert en quelque sorte à tout raconter et à faire passer beaucoup de choses. Et donc je me suis intéressé à ce texte, je dirais pas d'abord pour ça, mais en fait pour essayer parce que j'avais le sentiment qu'il y avait là une sorte de chant et que ce chant-là, dans les traductions, ne passait pas ou ne passait plus. Il ne faut pas dire qu'il ne passait pas. Et alors, on va tout de suite aller dans la question de la traduction, c'est-à-dire que chaque époque, chaque génération, ou chaque traducteur, finalement, a un peu le devoir en tout cas, c'est ce que je défends, a le devoir de s'emparer du texte et de s'emparer de la voix du texte pour, d'une certaine façon, le faire passer dans sa propre voix et dans la propre voix du monde contemporain qui est en train de lire et de traduire ce texte-là. Et alors, évidemment, pourquoi, alors, vous me demandez la question, pourquoi pas l'alexandrin? D'abord parce que je n'écris pas en alexandrin, mais peu de gens qui écrivent en alexandrin encore aujourd'hui, et c'est pas sans raison, c'est parce que l'alexandrin aussi a ses propres conditions presque de production, d'énonciation. Aujourd'hui, on a besoin d'un autre rapport à la langue et d'un autre rapport au vers, peut-être, et d'un autre rapport. En même temps, je voulais au maximum respecter, non pas l'ordre des mots, mais un peu l'ordre de la phrase latine, l'ordre du vers latin, l'ordre des mots dans le vers. C'est très important quand on traduit le latin. Et en même temps, je voulais essayer de faire entendre, parce que alors, ça c'est quelque chose de subtil dans ce grand poème, c'est de faire entendre toutes les variations multiples du rythme.
c'est un poème qui a un rythme assez extraordinaire, avec des accélérations fulgurantes, des arrêts, des suspensions, des contemplations. On passe parfois à une sorte de prose, finalement, de prose versifiée, mais qui est une prose de description presque même de listes, parce que vous avez des séries de listes, des séries d'énumération, et on verra, enfin peut-être on dira quelques mots tout à l'heure, il y a aussi des variations brutales sur même les sujets mêmes du poème, puisqu'on peut passer effectivement d'une description assez presque comme d'un traité d'agronomie sur comment s'occuper des vaches ou comment bouturer les arbres, et soudain évoquer la guerre civile, ou soudain évoquer de façon philosophique les sentiments de l'auteur sur la mort ou sur la fuite du temps, etc. Donc moi j'étais plongé dans cette histoire, d'histoire de rapport à la langue, et c'est pas un hasard, c'est effectivement parce que vous avez évoqué quelque chose qui appartient à ma vie privée, mais effectivement j'étais frappé par deux deuils consécutifs extrêmement douloureux pour moi, et ça m'a littéralement coupé la parole, voilà, et coupé même mon propre rapport à la langue. Et donc ça a eu cet effet bizarre, finalement, de me remettre au travail pour essayer de retrouver, comme ceux qui ont perdu l'usage de la parole, c'est un exercice pour retrouver l'usage de la parole, et j'ai retrouvé l'usage de la parole en travaillant sur ce rapport à l'hexamètre dactylique, et à comment aujourd'hui en français essayer et de donner le rythme de la scansion, puisqu'on est plus dans la scansion que dans le rythme là, de ce vers latin, et en même temps de me l'approprier totalement. Et puis je finis là-dessus, c'est qu'en retravaillant ce texte, en retravaillant ce rapport à la langue et à la parole, qui était mon rapport à la parole brisé en quelque sorte, je me suis aperçu que c'était... Alors, on pourra toujours me dire que j'ai projeté ça, peut-être. Je me suis aperçu que c'était le sujet du livre, en fait. C'était le vrai sujet du livre, c'était ça. La mort. La mort et le rapport au chant. Et effectivement, c'est comment dire l'absence, comment dire la perte, et quel est le rapport, du coup, quel est notre rapport au monde, quel est notre rapport à la terre même, dans cette prise de conscience de la disparition. Vous dites une chose très belle, justement, à ce sujet, c'est qu'en réalité, le texte, en général, la poésie, la littérature, c'est une question de transmission. Qu'au fond, la vraie raison, enfin, si j'ai bien lu, une des vraies raisons de la production de textes littéraires, c'est de transmettre, c'est cette espèce de passation de témoins entre les vivants et ceux qui leur succéderont, en somme, entre les présents et les absents. Oui, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est quelque chose. Mais vous... c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le fait que la littérature existe encore et qu'elle a existé, c'est ce rapport effectivement à l'absence, et le fait qu'écrire et que la fabrication de textes, de fiction, de poèmes, de récits, se joue là dans ce rapport à ceux qui nous ont précédés, et aussi dans le rapport à ceux qui vont nous suivre, et que tout grand texte, quand même, secrètement, se tient à ce moment-là voilà, ce moment-là de la vie où on est, ce qui s'appelle la transmission. Et même, je vais plus loin, puisque je pense que c'est même cela la puissance de la traduction dans l'histoire de la culture humaine. Voilà. C'est même la question de la traduction, cette question-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de civilisation sans traduction, et que toute civilisation procède de la traduction. Je vais peut-être un peu loin, mais les grandes civilisations, ou les civilisations qui n'ont pas intégré en elles ce travail de la traduction sont mortes d'ailleurs, enfin en tout cas meurent. Mais alors, concernant la civilisation latine, c'est évidemment un exemple merveilleux, parce que toute la civilisation latine s'est construite sur un travail de traduction multiple, de translation. C'est-à-dire donc de traduction des Grecs, Voilà, des traductions de toute la culture grecque et des grands textes hellénistiques, jusqu'à faire non seulement de la translation, mais aussi de l'imitation, et aussi littéralement de la parodia, c'est-à-dire du contre-chant, c'est-à-dire on répète le chant en le transformant, et Virgile est un des auteurs, effectivement, dans la culture latine, Virgile est un de ces auteurs qui a constamment réinterprété, envisagé ce qui le précédait, pour reprendre votre question,
à la fois, et qui l'a transformé et qui a réinventé quelque chose. Voilà. Dans toute traduction, il y a une part d'invention. Et cette invention, c'est ce qui fait l'étincelle d'une civilisation et d'une culture vivante. Votre invention à vous, est-ce que c'était, par exemple, d'adopter le verset libre? Parce que vous nous avez parlé de la manière dont vous vous êtes débattu avec la versification latine. Et est-ce qu'avant d'adopter ce verset libre qui se... Alors moi, je n'ai pas le texte original sous les yeux, mais voilà, mais qui a l'air de se prêter absolument merveilleusement justement à la souplesse de ce poème, à son côté rythmé, à sa liberté folle, à la manière que Virgile a de s'adresser soudain à des interlocuteurs qui vont de la luzerne aux humains en passant par enfin, il leur dit tu, il leur parle et il nous parle à nous. Bon. Donc avant de faire cela, vous avez envisagé d'autres manières de faire que le verset libre? Oui, non, j'ai un peu tout envisagé. J'ai eu des essais en prose, ce qui avait déjà été fait d'ailleurs. Enfin, les versions, les traductions universitaires d'ailleurs sont souvent en prose, en tout cas ne respectent pas la versification. L'alexandrin, j'avais abandonné. J'ai essayé juste un vers libre qui soit un vers libre simple, mais c'était pas satisfaisant parce que même le vers libre vous contraint dans le respect des rythmes et en tout cas dans la translation de la scansion d'un vers. J'ai essayé, j'ai essayé de faire un vers syllabique qui aurait été un vers syllabique de, je sais pas, j'avais imaginé un vers de 16 syllabes, parce que je trouvais qu'il était à la fois ample et que ça permettait, mais ça marchait pas non plus, puis c'était, bon, ça m'a pas... donc, mais j'étais vraiment dans une impasse, et effectivement, ensuite, je me suis dit qu'il fallait démembrer en quelque sorte le vers, essayer d'écouter la scansion, les dactyles du vers, ce qu'on appelle les dactyles du vers latin, c'est-à-dire les accents qui pointent et qui martèlent la lecture du vers, et essayer d'entendre. Et en faisant ça, alors, on pourra le contester aussi peut-être, mais en faisant ça, j'ai compris qu'on pouvait effectivement faire entendre la scansion, une partie en tout cas de la scansion du vers latin, en découpant le vers sur la page. Voilà. Donc, alors, ça n'a rien d'extraordinaire parce que le vers blanc et les découpes sur la page en poésie contemporaine, ça a été... Mais il y a peut-être en tout cas, il y a 2 siècles, on ne le faisait pas. Donc, par exemple, là, vous avez la traduction de l'abbé Delille du XVIIIe siècle. C'est la première grande traduction des géorgiques intégrale en français. C'est au XVIIIe, et c'est pas un hasard d'ailleurs, c'est parce que c'est fait par un abbé qui s'appelait l'abbé Delille, qui était un savant, un linguiste très connu. Et il se met à traduire ce grand poème, il se met à retraduire ce grand poème qui était un peu jusque-là tombé en désuétude, en tout cas. On lisait plutôt l'Énéide ou d'autres. Et il le traduit parce que, à son époque, alors ça va paraître, c'est peut-être un détail, mais pour moi ça a une importance, parce qu'au XVIIIe, on va redécouvrir l'art des jardins, parce qu'au XVIIIe, il va y avoir toute une réflexion sur le paysage, sur les jardins, et d'où l'intérêt pour cet abbé Delille, qui était aussi agronome, de traduire ce texte. Alors lui, il le fait en alexandrin, ce qui est normal, mais lui aussi doit faire des contorsions pour faire rentrer l'hexamètre dactylique dans l'alexandrin, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'alexandrin ne reproduit pas l'hexamètre dactylique. Voilà, et donc, vous voyez, le premier vers latin, c'est quid faciat laetas segetes quo sidere terram vertere. Vertere, c'est en rejet, et puis ça continue. Donc lui, il traduit « Je chante les moissons, je dirai sous quel signe il faut ouvrir la terre ». Alors d'abord, en latin, il n'y a pas « je chante les moissons ». Quid faciat laetas segetes, c'est ce qu'il faut faire pour des laetas heureuses, gaies, segetes, moissons, quo sidere terram vertere, hein, et quel astre, et à quel astre savoir qu'il faut ouvrir la terre. Voilà. Mais donc il va inverser, parce que 4 vers plus loin, il y a in canere incipiam, ici commence mon chant, je commence à chanter, et donc il fait passer au début du poème, vous voyez, donc il fait des... Donc en fait, mais tout ça, ça va être trop technique, mais tout ça, c'est pour voir que même un traducteur comme ça du XVIIIe siècle,
qui décide de traduire en alexandrin, il va démembrer le texte latin. Il va faire passer une partie d'un vers, il va le remonter 5 vers plus haut pour essayer de faire entendre ce que lui aime entendre, et il a raison, c'est « je chante les moissons ». Bon, c'est pas mal de commencer un texte comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est pour faire comprendre. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Moi, en revanche, j'ai essayé de respecter autant que faire se peut le texte latin, et en faisant entendre, tout simplement, en faisant entendre la scansion. Hein, voilà, donc c'est « quoi faire pour le bonheur des champs, sous quelle étoile la terre retournée ?» et aux ormeaux, voilà, bon. Et donc sur la page, je distingue par des blancs, effectivement, les moments rythmés du poème. Et ça donne parfois, alors du coup, ensuite je me suis vraiment pris au jeu et ça m'a beaucoup amusé parce que, ça n'amuse que moi peut-être, parce qu'il y a des longs moments où vous avez des séries de vers qui racontent de façon très précise justement quoi faire. Et là, donc, c'est faire entendre en français, effectivement, ces longs moments, par exemple, ou de celui quand dans un champ grillé brûlent les herbes agonisantes, qui tire de l'eau jusqu'à la pente d'un promontoire, qui s'écoule sur de grosses pierres plates, en produisant un murmure rauque et en jaillissant, rafraîchir les terres arides. Et en latin, vous avez, c'est comme un souffle. Et puis tout d'un coup, le rythme est rompu, en tout cas, devient plastique, se change. Et voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour aller jusqu'au bout et en finir avec ça, bien sûr qu'à partir de là, vous mettez de vous-même quelque chose. Bien sûr que je mentirais si je dis c'était exactement, c'est impossible, j'ai exactement suivi le rythme et la phrase latine, non. Mais donc à partir de là, quand on a compris cette structure et quand on s'y est acclimaté, évidemment, on introduit de soi-même des rythmes nouveaux et des ruptures nouvelles. Voilà. Afin de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, puisque on est dans le thème, je pense qu'il faudrait parler un petit peu de ce texte, de son contenu. Les Géorgiques, c'est 4 livres sur les arts et les techniques de la res rustica, c'est-à-dire... je dis la chose agricole, mais vous ne dites pas de la chose agricole, vous dites je sais pas quoi. Enfin bon, bref, la manière de cultiver, d'habiter la terre. C'est la matière agricole, la matière agraire. Voilà, la matière agricole. Les champs, les arbres et la vigne, l'élevage, l'apiculture. Mais évidemment, c'est beaucoup plus que cela. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, d'abord, quelle place ça occupe dans l'œuvre de Virgile, ces Géorgiques qui ne s'appellent plus les Géorgiques? Parce que vous dites, on va en finir avec la traduction, mais moi j'ai encore des questions, donc peut-être qu'on pourra y revenir. Non, mais là, sur le contenu quand même. Sur le contenu pour... Bon, c'est un texte qui date de la dernière moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. On en est où? Parce que ça a une importance dans l'histoire de Rome. César est mort, en 40 et quelques. César est mort et la République est déchirée à la mort de César. Et c'est la guerre civile. Ce sont même des guerres civiles qui vont se succéder dans toute l'Italie et même dans tout ce qui deviendra l'Empire romain. Puisqu'on verra que dans le texte, il évoque cette guerre civile. Il dira que même jusqu'en Germanie, donc tout près d'ici, on entend la guerre et le fracas des armes. En tout cas, toute l'Italie où vit Virgile va être en partie ravagée. Bon, il ne faut pas non plus exagérer, mais enfin, ça a quand même été ravagé. Les grands domaines agraires, et c'est pour ça qu'on va venir aux Géorgiques, de grands domaines agraires ont été saccagés. Les hommes, surtout, qui s'occupaient de la terre, sont partis faire la guerre. Et on arrive à un moment donné où, effectivement, un des grands protagonistes de ces guerres civiles, qui s'appelle Octave, qui est un personnage important de la République, va finir par prendre le pouvoir et surtout remporter des victoires décisives, dont la prise d'Alexandrie et quelques autres grandes victoires. C'est lui qui va devenir l'homme fort de la République, mais la République est morte. Octave deviendra Auguste et Octave sera le premier empereur romain. Et c'est autour de cet Octave qui devient Auguste que Virgile apparaît. Et à ce moment-là, on va lui commander effectivement d'écrire un livre qui puisse redonner à ses lecteurs le goût de la chose agraire et surtout
permettre aux uns et aux autres de se remettre au travail et de finir la guerre, de se remettre au travail et de restaurer les grands domaines agraires qui avaient été dévastés. Voilà. Donc, ce poème est une commande, comme tous les poèmes à cette époque, hein, comme tous les écrits. C'est assez drôle, mais c'est un peu comme si Macron, aujourd'hui, me demandait d'écrire un grand poème sur je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Mais voilà, alors, évidemment, tout le monde dirait non, moi le premier sûrement. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, ça ne se passe pas comme ça, que effectivement le poète était un ami, comme on dit, un amicus de grands mécènes. Et il y a dans le texte, donc, tout le texte est dédié à Mécène, qui a donné son nom au mécénat, qui était un ami de Virgile et qui s'occupait de la carrière de Virgile. C'est Mécène qui lui fera rencontrer Octave. Et donc, le poème peut commencer justement pour essayer de faire entendre la nécessité aujourd'hui de laisser les armes d'une certaine façon, de revenir à ce souci de la terre, on viendra voilà, pour pouvoir restaurer quelque chose du domaine. Alors c'est une grande tradition aussi de toute la littérature grecque et de toute la littérature romaine, cette tradition à la fois encyclopédique et une tradition de traités agraires, hein, qui s'inspire d'Hésiode, de Théocrite, de Varron et de beaucoup d'autres auteurs. Et donc, on demande à Virgile un texte dans cette eau-là, en quelque sorte. Et c'est là où le génie de Virgile intervient, c'est qu'il va, d'une certaine façon, détourner la commande, tout en la servant, mais en faisant apparaître dans son texte beaucoup d'autres choses, puisque bien sûr on trouve dans son texte toute une taxinomie agraire où il va faire il y a même des choses assez drôles à lire aujourd'hui, mais il va effectivement essayer de donner les éléments principaux de cette science agronome de l'époque, mais en même temps le texte va régulièrement transgresser pour dire autre chose et apporter autre chose à partir de cette matière-là. Voilà. Après, je peux en parler encore plein de fois, parce que la situation du texte est assez intéressante, la situation de son écriture, puisque la première commande vient à un moment donné où... alors, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Servius, je crois. Enfin bref, Virgile est très proche d'un grand général de l'armée proche d'Octave, qui a aidé Octave à conquérir l'Égypte. Ça va être sa grande victoire. Et donc, il est nommé préfet d'Égypte. Mais à la tête de l'Égypte, ce grand général va devenir un peu fou, va commettre quelques excès, et il sera donc condamné à mort par Octave, et il disparaîtra. Alors, c'est manque de chance pour Virgile, parce que Virgile voulait finir son texte par un hommage à ce grand général ami. Et évidemment, on lui fait comprendre, Mécène et Octave lui font comprendre qu'il faut... C'est pour vous dire que les conditions de production d'un texte étaient quand même très contraintes. Alors, en même temps, c'est assez passionnant. Donc, Octave et Mécène lui disent, ça n'est pas possible, tes géorgiques ne peuvent pas finir sur l'hommage de cet homme qu'on vient de condamner à mort, parce qu'il s'était livré à des choses qui ne nous plaisaient pas. Et donc, Virgile est devant ce gros problème de trouver une fin à son poème. Alors, comme vous l'avez dit, le dernier chapitre, c'est sur les abeilles, on pourra en parler, parce que c'est ça aussi sa particularité. Et il va falloir trouver une autre fin, et il va trouver cette fin absolument admirable. Il va substituer à cet hommage qui devait être, à mon avis, convenu. On l'a complètement perdu, ce texte. Hein. Il l'avait écrit, ouais. On lui a demandé de le retirer. On sait qu'il l'a écrit, parce qu'il l'a lu, et c'est au moment où il l'a lu, d'ailleurs, qu'on lui a expliqué que ça n'allait pas du tout. Voilà, donc il faut imaginer, c'est assez drôle. Il a dû se lancer à un moment donné dans la lecture de cet hommage, et là, il a dû voir tout le monde lui dire « Non, maintenant, ça suffit ». Et il trouve, pour remplacer cet hommage, l'idée de remettre un peu au goût du jour un texte, une histoire de la mythologie qui n'était pas si courante et connue à l'époque, qui est l'histoire d'Orphée et Eurydice. C'est lui qui va remettre à la mode, en quelque sorte, l'histoire d'Orphée et Eurydice, en concluant son poème sur l'histoire d'Orphée et Eurydice. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comme si finalement ce poème s'était construit progressivement sur cette question de la mort et de la disparition, puisque chacun des 4 livres
se termine sur une catastrophe. Ça aussi, c'est vraiment étrange. Alors, c'est ce que j'ai découvert, mais, alors je peux le dire sans toute modestie, mais personne ne l'a jamais dit. On a dit beaucoup de choses sur ce poème, mais chacun des 4 livres se termine sur une catastrophe. Le premier se termine sur les guerres civiles, le deuxième se termine sur une sorte de tsunami qui ravage toutes les cultures, le troisième se termine sur la peste qui ravage tout un troupeau, et le quatrième se termine sur la mort des abeilles, sur la mort d'un essaim. Donc, avec génie, Virgile va greffer, parce que ça aussi c'est le propre de l'écriture antique, et notamment de ce texte-là, c'est de greffer de la poésie, de la science, de l'agronomie et la mythologie. Et tout ça, c'était des éléments qui servaient à raconter des histoires. C'est-à-dire que la mythologie, c'est presque des petites, comment dire, c'est comme des petits moteurs qu'on mettait dans un texte pour relancer l'histoire. Et là, effectivement, à la fin, comme il est complètement paniqué, puisqu'il faut trouver quelque chose, il va trouver cette histoire d'Orphée Eurydice qui va greffer à la mort de l'essaim d'abeilles en disant « Ah mais oui, c'est vrai, il y a quelqu'un dans la mythologie qui s'appelle Aristée, qui est apiculteur. » Et donc, il va raconter que les abeilles d'Aristée meurent et que la faute en est Aristée lui-même, puisqu'il a voulu poursuivre Eurydice, qui, étant poursuivi et ne voulant pas céder au charme d'Aristée, est mordu dans les herbes par un serpent, et donc Orphée doit supporter la mort d'Eurydice. Et donc, à la fin, c'est un très long poème que je pense Pierre lira tout à l'heure, puisque c'est la fin du texte. C'est un très long poème sur la mort d'Orphée Eurydice, qui n'a plus rien à voir avec la chose agraire, justement. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais ça fait beaucoup de choses. Très clair. Il y a un passage où, si je ne m'abuse, c'est bien Aristée qui descend sous terre pour aller rejoindre sa mère dans le royaume sous la terre où tous les fleuves du monde convergent, oui, et c'est absolument magnifique. Ça commence comme ça, voilà. C'est absolument magnifique, parce qu'il se plaint en fait, il pleurniche, et sa mère finit par lui ouvrir la porte et par le faire entrer. Vous avez une phrase que malheureusement je recherche, mais je croyais l'avoir notée, je ne crois pas, sur le fait qu'en réalité, bon, donc toute cette côté, cette ombre de la mort qui plane sur le texte, hein, qui par ailleurs est un texte qui à de nombreux moments est assez joyeux, hein, et très beau, et très épicurien, enfin au sens moderne du terme. Non, mais oui, c'est un texte qui dit quelque chose de très... Alors que je suis tombé sur ce petit vers à la fin, nec loci esse mortum, hein, il n'y a pas de lieu, alors selon que vous traduisez le datif, il n'y a pas de lieu pour la mort, ou il n'y a pas de lieu dans la mort, bon, voilà. Et pour moi, c'est ce tout petit vers à la fin, ce petit fragment de vers à la fin, dit la vérité du livre, c'est-à-dire je chante le monde que je vois, je chante le monde que je travaille, je chante le monde que je subis aussi, parce qu'il parle beaucoup des catastrophes. C'est vrai que c'est assez troublant, parce qu'il parle des catastrophes, il parle aussi et je chante la contemplation du monde et de la nature, parce que précisément, il n'y a pas d'autre lieu où vivre. Voilà, et alors, c'est assez fort, parce qu'à l'époque... dans toute la mythologie, dans toute la littérature gréco-latine, vous avez le thème du passage de la vie à la mort, de descendre dans les lieux secrets souterrains, d'en ressortir, et de communiquer avec ce monde-là. Et ce texte-là dit presque le contraire. Il dit non, on ne peut pas communiquer avec l'autre monde. Non, il n'y a pas d'autre lieu qu'ici. Il n'y a pas de lieu pour la mort, il n'y a pas de lieu dans la mort, il n'y a pas de... Voilà. Et d'avoir eu cette idée de mettre à la fin, évidemment, l'histoire d'Orphée Eurydice, c'est presque pour ça, puisque lui, il va lire, contrairement à des tas de lectures après qui suivront, mais là ça nous entraînerait encore jusqu'à... Mais comme je sais que vous avez faim, après on ne peut pas faire trop longtemps. Mais contrairement à tout ce qui suivra après, enfin, aux interprétations du mythe d'Orphée et à ses utilisations du mythe d'Orphée et Eurydice, lui, il a une interprétation finalement assez pragmatique et qui est assez belle et très touchante, je trouve, et très bouleversante. C'est que finalement, Orphée a tort. On ne peut pas aller rechercher qui que ce soit dans la mort. Voilà, et c'est pour ça qu'il meurt. Lui aussi, parce que lui aussi meurt. Il y avait une phrase donc de vos textes, parce qu'il y a plusieurs chapitres préliminaires, des courts chapitres très beaux, dans lesquels vous dites qu'au fond, ce texte, c'est aussi c'est donc sur le fait que nous sommes transitoires, hein, nous sommes finis, nous passerons nous aussi, et que c'est peut-être pour ça que nous avons pris aussi peu de soin de la terre. Il y a une phrase, alors je n'arrive pas à qui est comme ça, le fait que l'homme soit une créature fugace, éphémère,
fait aussi qu'il ne s'occupe pas toujours assez bien, et même souvent assez mal. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui nous rattachait à maintenant. Oui, bien sûr, en tout cas, c'est bon. C'est-à-dire que maintenant, on est à ce moment de conscience, effectivement, de ce que signifie notre fragilité, notre fugacité, effectivement. D'abord, le fait, effectivement, de savoir que voilà, on n'est qu'un temps là, je pense, effectivement, a longtemps été la raison du fait que on n'a pas forcément pris conscience de ce qu'il fallait protéger, mais même pour soi-même, d'ailleurs, hein, même pour soi-même, on ne se protège pas forcément soi-même quand on sait ça. Mais aujourd'hui, on est dans une espèce de... Mais je pense que dans ce texte, déjà, il y a ça. On est dans une espèce de conscience que précisément nous sommes convoqués par notre propre fragilité et par la fragilité du monde à prendre soin justement de cette fragilité-là. Voilà. Et il y a dans ce texte des passages qui directement tiennent ce discours-là, avec d'ailleurs, je crois que Pierre en lira aussi tout à l'heure, vous verrez, il y a des passages où il fait une description d'une culture ou d'un élevage, je ne sais plus, et tout d'un coup, il dit « toute chose croît et décroît, tout se corrompt, nous partons tous vers la mort ». Tout d'un coup, il a une espèce de petit poème qui jaillit pour ponctuer là. Et effectivement, dans ce livre, il y a cette idée que la contemplation, puisqu'il parle de contemplation beaucoup, hein, c'est un livre de contemplation. La fin du livre, la toute fin du livre, après Orphée Eurydice, c'est quelques vers où il dit, un peu ironique d'ailleurs, puisque du coup il s'adresse à César, enfin, pas César, pardon, à Auguste, c'est à Octave devenu empereur. Il dit, bon, pendant que toi tu finis toutes les conquêtes, c'est très bien, c'est merveilleux, tu es un homme magnifique, moi je reste dans ma campagne et je reste à l'ombre d'un hêtre et je contemple la nature. Et ce texte est toujours travaillé par cette idée, effectivement, d'avoir dans la contemplation de la nature et dans l'étude même de la nature le souci de repérer presque les preuves de notre fragilité. Le vers là que vous citiez et que Pierre a lu tout à l'heure, hein, c'est le destin, toute chose corrompire, se corrompt et décroît. Et l'avant-dernier vers, et je trouve très beau, pas différent de qui s'embarque sur le fleuve, rame à contre-courant. Voilà. Et donc en fait, voilà, on peut voir aussi notre vie comme une manière de ramer à contre-courant de ce courant qui nous emmène forcément vers la finitude. Bon, tout ça n'est pas extrêmement gai, mais c'est comme ça. Pour rester sur le thème de ce qui rattache à notre monde à nous, et beaucoup de choses rattachent à la permanence du rapport au monde qui est quand même encore le nôtre maintenant. Mais il y a une chose qui est très, très différente, c'est la manière dont les sciences et les techniques sont valorisées. En le lisant, je me suis dit, oui, effectivement, nous sommes dans un monde où les sciences et les techniques sont maintenant, c'est assez récent, mais sont vues avec beaucoup de défiance, alors que, présenté par Virgile, c'est Jupiter, le Père, qu'il appelle le Père, a semé des embûches innombrables sous les pas des hommes, hein, c'est-à-dire a mis des prédateurs, des serpents venimeux, des catastrophes naturelles, etc., pour les forcer à sortir de leur paresse et à inventer des sciences, des techniques qui leur permettent, au fond, d'habiter mieux le monde, de l'habiter avec plus de confort, en fait, on peut dire. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas le péché originel, effectivement. Ça ressemble beaucoup au péché originel. Oui, mais c'est pas le péché originel, donc c'est plus marrant. Mais effectivement, c'est de dire, voilà, mais toute cette humanité que j'ai créée, là, qui finalement, il le dit aussi au début, il dit, si elle veut du vin, ça coule à flot. Si elle veut un fruit, ils sont là. Il n'y a rien de corrompu. Ils ont tout ce qu'ils veulent apporter. Il a dit non. Alors Jupiter, en bon maître de maison, finalement, a dit, il faut quand même qu'il y ait un peu d'effort là-dedans. Et donc, il sème, comme vous avez dit, plein d'embûches et du coup, il contraint l'humanité à inventer le travail. Voilà. Il va falloir travailler pour retrouver du vin, pour retrouver des fruits, pour retrouver du blé. Il va falloir travailler. Voilà. Et donc, c'est une image assez connue dans le monde gréco-latin. Mais effectivement, Et pour revenir à votre question, qui est une question qui est très importante, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la littérature contemporaine est assez loin des sciences et des techniques. En tout cas, on a perdu ce lien qu'avait l'Antiquité aux sciences et aux techniques. Et
finalement, et ce poème en est vraiment un exemple magnifique, pour raconter les histoires, on se sert de ce qu'on sait scientifiquement, on se sert de ce qu'on sait mythologiquement, on se sert de ce qu'on nous-mêmes on sait intimement, ou ce que, voilà, et tout est à égalité. C'est-à-dire que pour expliquer la mort des abeilles, je vais à la fois avoir recours à la mythologie, dans une espèce de montage mythologique assez étrange, et en même temps, je vais avoir recours à une sorte de science. Alors voilà, évidemment, aujourd'hui, on lit ça, c'est pas... c'est-à-dire qu'on pensait, à l'époque, qu'on pouvait faire renaître des essaims d'abeilles dans des viscères de bœufs. Voilà. Donc il décrit ça très techniquement, comment il faut tuer un bœuf, prendre ses viscères, les mettre à l'ombre et les mettre des herbes dessus et les laisser après, et de ce boyau de viscères sortira un nouvel essaim d'abeilles. Et en même temps, il prend la mythologie pour raconter pourquoi. C'est-à-dire que l'explication du monde traverse tous les discours, et on convoque le discours scientifique autant que le discours mythologique, autant que la poésie au sens strict. Je pense que les écrivains, les romanciers, puisque c'est de ça qu'on parle, européens répugnent un peu à utiliser les sciences et les techniques, mais les anglo-saxons parfois le font. C'est quelque chose de... la question du titre. Alors, je rappelle que ce livre s'appelle « Le souci de la Terre » et que dans toutes ces traductions, et le titre latin, au fond, était les géorgiques. C'était Georgikon. Donc, le titre latin est déjà une traduction du grec. C'est une translation du grec en latin. Ge, ergon. Alors, effectivement, c'est ergon. Alors, en grec, ergon, ça peut vouloir dire le travail, c'est vrai, mais aussi, ça désigne beaucoup de choses, ergon. Les choses, les matières, mais aussi, ça désigne l'attention qu'on porte à quelque chose. Ça désigne effectivement le souci, au sens d'attention que l'on porte à quelque chose, etc. Et donc, je réponds en deux temps. D'abord, pourquoi on ne traduit pas les titres, puisqu'on traduit qu'est-ce qui nous interdit de traduire les titres? Donc, géorgique, c'est une translittération française du grec et du latin. En l'occurrence, là, du latin, qui est lui-même une translittération. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai essayé, je me suis dit, alors, effectivement, on pourrait dire les travaux de la Terre, qui serait la traduction littérale de Georgikon. Mais dans le texte latin, il y a un autre mot, alors un mot latin qui est cura, qui est un mot qui est employé énormément dans les géorgiques. Et cura en latin, c'est la même chose, ça veut dire travail, mais ça veut dire aussi amour, ça veut dire soin, ça veut dire attention, souci. Voilà, donc j'ai décidé de traduire ce livre par Le souci de la Terre, qui pour moi est une traduction, c'est pas une invention de ma part totale en tout cas, c'est une traduction, et qui fait signe vers ce dont on vient de parler, c'est-à-dire vers que ce livre, ce livre effectivement est un livre qui porte sur cette question de l'attention que l'on doit porter à la terre, de l'attention que l'on doit porter aux vivants, et que dans cette attention, il y a notre propre souci, souci en tant qu'attention, puis notre propre inquiétude et notre propre souci devant la vie, devant l'existence et devant la fuite du temps. Voilà, je crois que c'était l'idée de faire entendre le livre. Le titre, c'est important, un titre, et donc le traduire, c'est aussi signifier le travail que l'on fait avec cette traduction et ce que l'on propose avec la traduction du livre. Merci beaucoup. Je crois que peut-être on pourrait passer, si Pierre est d'accord, à la lecture. Et puis ensuite, il y aura un moment pour vos questions. Quoi faire pour le bonheur des champs? Sous quelle étoile la terre retournée, mécène? Et aux ormeaux attacher les vignes comme il faut? Quel souci des vaches? Quel entretien pour obtenir des troupeaux? Et pour les abeilles rares, quelle expérience? C'est ici que mon chant commence. Au travail. Vite, dans les forêts, dompter un ormeau, le tordre avec violence jusqu'à faire un bois de la forme courbe d'une charrue. À sa souche, adapter un timon long de 8 pieds et 2 oreillons.
Une double lame dentée, un bois de tilleul souple déjà coupé pour faire le joug, un être droit pour le manche, et diriger ainsi de l'arrière le bas du char. Bois qui auront tous été boucanés au-dessus du foyer. Je peux te rapporter beaucoup de recommandations des anciens si tu ne recules pas et si apprendre ces soins précis ne t'ennuie pas. Première chose, aplanir une aire à l'aide d'un énorme cylindre. La retourner à la main. L'affermir avec de la craie compacte, que les herbes ne reviennent pas et que la terre vaincue ne se désagrège pas. Ou alors, de nombreux fléaux s'en amuseraient. Souvent, la petite musaraigne a élu domicile sous terre et fait ses réserves. Ou, prisonnières de leurs yeux, les taupes y ont creusé leur nid. Et découvert dans un trou, il y a le crapaud. Autant de monstres que les terres abritent. Charançons, fourmis craignant une vieillesse dépourvue qui dévaste un gigantesque monceau de blé. Être attentif à l'amandier dans les bois épais quand, couvert de fleurs, il ploie ses rameaux parfumés. Si les fruits sont nombreux, les blés suivront. Et un grand battage viendra d'une grande chaleur. Mais trop d'ombre sous des feuillages, et l'air ne donnera qu'en vain des chaumes de grosse paille. Oui, j'en ai vu beaucoup ne semer qu'après avoir préparé leurs semences, d'abord en l'arrosant de nirtre et d'amurge noire. Ainsi, les fruits grossissent, dissimulés dans leur cosse, et cuiront plus vite, même à feu doux. J'ai vu des graines depuis longtemps choisies et sélectionnées avec beaucoup de soin, pourtant dégénérer sans l'effort humain de trier à la main chaque année les plus grosses. C'est le destin. Toute chose court au pire, se corrompt et décroît. Pas différent de qui s'embarque sur le fleuve, rame à contre-courant, et si par hasard ses bras faiblissent, le lit du fleuve d'un rapide l'entraîne à la dérive. Beaucoup de choses se feront mieux par une nuit glacée, ou sous un soleil neuf quand l'Orient couvre de rosée les terres. Les chaumes légers, c'est la nuit. Les prés secs, c'est la nuit qu'ils se fauchent le mieux. Les nuits ne manquant jamais d'une humidité tenace. Veillez longtemps au feu tardif d'une lumière hivernale et avec un fer aiguisé tailler des torches, pendant que son épouse, dont le chant console du long travail, fait courir le peigne bruyant sur les tissus ou fait réduire à feu doux une liqueur de vin sucré dont elle écume avec une feuille le liquide bouillant. Mais au milieu des grandes chaleurs, faucher la moisson mordorée. Au milieu des grandes chaleurs, battre sur l'air les blés secs. Nus labourés, nus semés. L'hiver, le cultivateur pourra paresser. Pendant les froids, les paysans profitent de la plupart de leur production et dans la joie préparent à tour de rôle des festins. L'hiver invite ainsi au plaisir et chasse les soucis. À l'image des vaisseaux pleins qui ont atteint le port quand les marins joyeux accrochent des couronnes à leurs poupes. Mais c'est aussi le temps de cueillir les glands de chêne, les baies du laurier, l'olive et les baies du myrte couleur sang. Poser les pièges pour les grues, des filets pour les cerfs, chasser les lièvres aux longues oreilles, tuer les daims en faisant tourner le fouet d'étoupe d'une fronde des Baléares quand la neige est haute, que les fleuves charrient la glace. Que dire des tempêtes et des constellations automnales quand déjà le jour raccourcit et les chaleurs faiblissent? À quoi doivent s'occuper les hommes?
ou quand s'enfuit le printemps faiseur de pluie, que les épis à moissonner hérissent les champs, que sur les tiges vertes les grains laineux s'épaississent. Moi, souvent, quand dans les champs jaunes, le paysan fait entrer le moissonneur et déjà fauche les blés au chaume fragile, j'ai vu les vents livrer bataille, déraciner un champ entier, le pulvériser, et dans un tourbillon noir, l'orage emporter le chaume léger et la paille volante, et souvent du ciel venir d'immenses trombes d'eau et d'horribles orages, des pluies noires s'abattre des nuages amassés au-dessus de nous. Le ciel vertigineux s'effondrer, noyé dans une gigantesque pluie, les blés riant et les efforts des bœufs. Les fossés se remplirent, les fleuves profonds grossirent avec fracas, et la mer démontée bouillonnait dans ses détroits. Le Père lui-même, au milieu d'une nuit de nuages, de sa main droite étincelante brandit la foudre, et de ce geste fait trembler la terre immense, s'enfuir les bêtes sauvages. Quand, chez les populations, une obscure terreur terrasse les cœurs mortels, lui, de son trait enflammé, frappe l'Athos ou le Rhodope ou les monts Céroniens. Les vents redoublent, pluie drue, forêt et rivages hurlent sous le vent violent. Par crainte de tout cela, observez les mois et les astres où se retire l'étoile froide de Saturne. Dans quel cercle du ciel errent encore les feux de Silène? D'abord, honorer les dieux, apporter des sacrifices annuels à la grande Cérès, les accomplir dans le bonheur des herbes à la toute fin de l'hiver, le printemps déjà là. Alors, agneau gras, vin souple, sommeil doux, et à un ombrage épais sur les collines, avec toi toute la jeunesse des champs pour adorer Cérès. Lui offrir des rayons de miel dans du lait et du vin doux. Que l'heureuse victime fasse 3 fois le tour des blés nouveaux, accompagnée du chœur chantant de tes compagnons, appelant de leurs cris Cérès dans les maisons. Personne ne doit mettre la faucille sous les blés mûrs avant de s'être couronné les tempes de feuilles de chêne et d'effectuer pour Cérès une danse maladroite. Et dire des poèmes. Pour pouvoir discerner à coup sûr les grandes chaleurs, les pluies et les vents porteurs de froid, le Père lui-même a décidé des signes de la lune qui renaît tous les mois, ceux indiquant que les vents faibliraient, et les signes souvent visibles indiquant aux paysans de tenir leurs troupeaux au plus près des étables. Vite, les vents se lèvent. La mer agitée gonfle dans les détroits, craquement sec sur les hautes montagnes. Les rivages hurlent, bouleversés. Et des frondaisons grandis le murmure. Alors, déjà les flots ménagent difficilement les carènes des navires. Les oiseaux plongeurs s'envolent de la haute mer pour venir crier sur les rivages. Les foulques marines jouent sur le sable sec. Le héron déserte les marais familiers et vole au-dessus des nuages. Souvent, toujours dans un vent menaçant, tu verras s'effondrer des étoiles, précipiter du ciel et traverser l'ombre de la nuit en longues traînées de feu pour venir blanchir à l'agonie. Souvent, la paille légère, les feuilles tombées, voltiger, ou des plumes flotter et venir jouer à la surface de l'eau. Et quand du côté nord, menaçant, frappe la foudre, quand tonne la maison d'Eurus et de Zéphyr, tu verras déborder les fossés, toutes les campagnes inondées, et sur mer, tous les marins carguer leurs voiles trempées. Jamais pluie, pourtant, n'a gêné les imprudents, qu'elles surgissent du fond des vallées, et les grues aériennes s'enfuient. La génisse scrute le ciel, hume l'air de ses larges naseaux. L'hirondelle, aux cris perçants, vole autour des lacs, et dans la boue, les grenouilles font retentir leur vieille lamentation. Et souvent, de son abri profond, la fourmi extrait ses œufs en empruntant toujours la même petite route. L'arc-en-ciel immense aspire les eaux. En troupes serrées, l'armée des corbeaux quitte les prés dans un incessant bruit d'ailes. Tu verras vite différents oiseaux des hautes mers venir fouiller les environs des doux étangs de Caïstre et mouiller leur plumage sous d'abondantes rosées, présenter leur tête aux flots, fondre sur l'eau pour tressaillir en vain du désir de se baigner. Alors,
La triste corneille appelle la pluie à pleine voix et de long en large traîne sa solitude sur le sable sec. La nuit, les filles qui filent la laine ne peuvent ignorer le mauvais temps dès qu'elles voient l'huile en feu crépiter dans les vases et former des champignons de suie. Qui oserait accuser le soleil de mensonge? C'est lui qui nous avertit souvent des troubles cachés qui menacent d'une secrète tumeur de crimes et de batailles. Oui, c'est lui qui, par compassion pour Rome, à la mort de César, a recouvert sa tête étincelante d'une noirceur de rouille et fait craindre une nuit éternelle au monde mécréant, alors que la terre aussi, les plaines marines, les chiens de malheur et tous les oiseaux de mauvais augure multipliaient les signes. Combien de fois, dans les champs des Cyclopes, nous avons vu l'Etna déchaîner, ses fournaises béantes déverser des bouillons de feu, tourbillons de roches liquéfiées. Du ciel entier, la Germanie a entendu le fracas des armes. Les Alpes ont tremblé de secousses inhabituelles. On a entendu un peu partout dans les bois silencieux une voix énorme, aperçue dans l'obscurité de la nuit des formes stupéfiantes. Fantômes pâles, des animaux se mettre à parler, les fleuves s'immobiliser, les terres s'entr'ouvrir, et dans les temples, l'ivoire triste des statues pleurer, le bronze suer. L'Éridan, roi des fleuves, a enseveli les forêts dans ses tourbillons, courses folles à travers champs, emporté les troupeaux et leurs étables. En ces temps-là, on a vu que menace dans les entrailles de triste augure, du sang coulé dans les puits. Seuls les cris des loups hurlants déchiraient la nuit des grandes villes. Jamais nulle part la foudre n'avait autant frappé dans un ciel aussi calme. Jamais on ne vit autant de fois de sinistres comètes briller. Et encore, à Philippe, on a vu pour la deuxième fois les armées romaines s'affronter entre elles à armes égales, et ceux d'en haut prendre plaisir à voir l'hématie et les vastes prairies de l'humus se repaître 2 fois de notre sang. Oui, un temps viendra alors dans ces lointains pays où le paysan labourant la terre tombera sur des javelots rongés par une rouille atroce, cognera de ses lourds râteaux des casques vides et verra stupéfait de grands ossements sortir de tombes qu'il aura défoncées. Héros, dieu de la patrie, et Romulus et Vesta, la mer qui protège le Tibre toscan et le mont Palatin de Rome, n'empêchez pas au moins notre jeune garçon de porter secours à ce monde ravagé. Oui, depuis longtemps de notre sang, nous lavons les parjures de la Troie de Laomédon. Depuis longtemps, le château du ciel nous envie de t'avoir, toi, César, et se plaint de devoir t'occuper encore des triomphes des hommes chez qui le juste et l'injuste sont inversés. D'innombrables guerres partout dans le monde, d'innombrables crimes de toutes sortes, la charrue totalement déshonorée, les campagnes en deuil privées de cultivateurs, la lame courbe des faux fondus pour faire des épées droites. Oh, préparatifs de guerre. D'un côté l'Euphrate, de l'autre la Germanie. Les villes voisines déchirent leurs accords et prennent les armes. Mars, sans foi ni loi, se déchaîne dans l'univers. On pense alors aux chars lancés dans la course, jaillissant de leurs dépôts, qui dévorent l'espace devant eux. Et emporté par ses chevaux, le conducteur impuissant à tenir les guides, et le char qui n'obéit plus. Extrait du livre 2.
Heureux qui a pu apprendre des choses, les causes, dominer toutes ses peurs, le destin inexorable, le vacarme de l'avide mort. Quelle chance de connaître les dieux des champs et Pan, et le dieu ancien des forêts, et les nymphes sœurs. N'être ému ni au faisceau du peuple, ni à la pourpre des rois, ni par la discorde des frères parjure, ni par les conjurés d'As descendant le Danube, ni par les affaires de Rome, ni par les royaumes mortels. Ne pas souffrir d'avoir pitié du pauvre et d'envier le riche. Cueillir aux branches les fruits de la bienveillance volontaire des champs. Ne rien voir des lois sévères, du forum en délire, des histoires du peuple. D'autres s'acharnent avec des rames sur des mers sombres, se jettent sur les armes, font irruption dans les cours et les palais des rois. Un autre se lance dans la destruction d'une ville et des pauvres dieux du foyer pour boire dans du verre précieux et dormir sur de la pourpre de Tyr. Un autre cache des fortunes et se couche sur son or enfoui. Un autre s'extasie devant la tribune à s'étourdir. Un autre, bouche ouverte, est saisi par les applaudissements redoublés du peuple et des sénateurs qui montent des bancs du théâtre. D'autres jouissent d'être arrosés du sang de leurs frères. Et dans l'exil, changent de maison, quittent la douceur d'un seuil et se cherchent une patrie sous un autre soleil. Le paysan, lui, a fendu la terre avec le soc de la charrue. Le travail de toute l'année en découle. Il entretient sa patrie, les jeunes, les enfants, ses troupeaux de vaches, ses jeunes troupeaux. Pas de repos, pas de repos. L'année doit regorger de fruits, de troupeaux, de blé, de récoltes à faire craquer les greniers. L'hiver est venu broyer dans les pressoirs l'olive de Sicyone. Les porcs joyeux retrouvent les glands. Les forêts donnent des arbouses. L'automne laisse choir ses nombreux fruits et là-haut, sur les pierres, au soleil, la douce vendange mûrit. Enfant chéri, suspendu à nos baisers, pure et chaste demeure, mamelle pleine et pendante des vaches. Et sur l'herbe heureuse, de gros chevreaux, cornes baissées, se défient. Profitez alors des jours fériés, couché dans l'herbe, autour d'un feu, avec ses amis. Couronne de fleurs autour d'une coupe, festin est invoqué, les naos, organisés pour les maîtres des troupeaux à lancer de javelots contre un orme. Nus, leur corps endurci lutte dans les champs. C'était la vie autrefois des vieux Sabins, celle de Rémus et de son frère, et dans laquelle la courageuse Eutrérie a grandi, celle qui a fait de Rome la plus belle des choses. Unique, embrassant d'un seul mur 7 collines, et même avant le règne du roi de Dictée, même avant que la race humaine impie ne se nourrisse de jeunes taureaux égorgés, Saturne d'or menait déjà cette vie sur terre. On n'avait pas encore entendu les trompettes sonner, ni le bruit des épées sur de lourdes enclumes, mais assez. Nous avons parcouru d'immenses espaces, et il faut détacher les encolures fumantes de nos chevaux. Extrait du livre 4. La colère d'un Dieu n'est pas sans s'exercer sur toi. Tu payes pour de grands crimes. C'est Orphée, malheureux, qui appelle sur toi ce châtiment que tu ne mérites pas, à moins que ne s'y opposent les destins, qui se déchaîne avec cruauté à cause de sa femme perdue, qui a fui, tête baissée, le long de la rivière.
La jeune femme n'a pas vu devant ses pieds, dans les hautes herbes, un hydre énorme qui gardait la rive. Elle en est morte. Cœur des filles de son âge. Cri immense sur le sommet des montagnes, les cimes du Rhodope ont pleuré les hauteurs du Pangée et la terre guerrière de Rhésus et les Gètes et l'Èbre et Orythylatique. Et lui, pour soulager de sa lyre vide son amour malade, seul avec lui-même sur le rivage désert, c'est toi qu'il chante, femme douce. Toi, et le jour vient. Toi, et le jour meurt. Il descend dans les gorges du Ténard, passe par les portes lointaines de Pluton, et dans l'obscure forêt d'une épouvantable noirceur va trouver des morts, le roi terrifiant, cœur jamais adouci par les supplications des hommes. Mais du fond des séjours de l'Érèbe, ému par son chant, montent les ombres ténues, fantômes privés de lumière. On dirait 1000 oiseaux cachés dans les feuilles et chassés des montagnes par le soir ou par une pluie d'orage. Mère, Marie, corps défunts de nobles héros, enfants, jeunes vierges sans époux, jeunes gens jetés aux flammes sous les yeux des parents, tous encerclés par la boue noire, les roseaux difformes du Cocyte, par le marais horrible et son eau morte, retenus et 9 fois prisonniers des boucles du Styx. Oh, stupeur. Dans les maisons, dans les profondeurs létales du Tartare, chez les Euménides aux cheveux entremêlés de serpents azurés. Cerbère béant retient ses 3 gueules et la roue d'Ixion s'arrête avec le vent de tournée. Déjà, revenant sur ses pas, il a échappé à tous les dangers. Eurydice, lui, est rendue et s'approche de l'air extérieur. Elle le suit derrière, car Proserpine avait imposé cette loi. Soudain, l'imprévisible amant devient fou, bien pardonnable pourtant. Si les morts savaient pardonner, il s'arrête. Son Eurydice est déjà sous la lumière. Il oublie tout, hélas, vaincu par le désir, et se retourne pour la regarder. Tous ses efforts anéantis. Le pacte conclu avec l'abominable tyran est rompu. Triple explosion sur les eaux stagnantes de l'Averne. Et elle, quoi? Qui nous a perdus? Demande-t-elle. Et moi, la malheureuse? Et toi, Orphée? Quelle folie si violente! Les destins cruels me rappellent en arrière. Le sommeil éteint la lumière flottante de mes yeux. Adieu maintenant. Je suis ramené à la nuit gigantesque qui m'encercle. Hélas, moi qui ne suis plus à toi, les paumes impuissantes de mes mains tendues vers toi, dit-elle, hors de sa vue, soudain, qui s'enfuit à l'opposé comme une vapeur mêlée au souffle ténu. Lui, en vain, veut rattraper les ombres et lui dire tant de choses. Encore! Mais il ne la voit plus. Et le passeur de Pluton n'entend plus qu'il traverse les marais qui les séparent. Que faire? Où se tourner quand 2 fois sa femme fut enlevée? Par quelles pleurs émouvoir les morts? Par quelles paroles les dieux? Elle flotte déjà glacée dans la barque du Styx. On raconte que lui passe 7 mois entiers à pleurer sans arrêt sous une falaise suspendue au-dessus des flots déserts du Styrmont, déroulant son chagrin dans les antres gelés. Tigre adouci, chêne ému par son chant. Comme sous l'ombre des peupliers, Philomène, affligée, se plaignait d'avoir perdu ses petits qu'un dur laboureur à la vue avait, encore sans leurs plumes arrachées du nid. Toute la nuit, elle pleure, et sur une branche, elle reprend son chant malheureux, et de ses gémissements funèbres, elle remplit l'immensité lointaine des lieux. Aucun amour, aucune étreinte pour toucher son cœur. Solitaire, il traverse glace et neige, chant jamais débarrassé du froid. Obsédé par le rapt d'Eurydice, il se plaint du don avorté de la mort.
Et les femmes s'iconent, prenant pour du mépris cette plainte. Une nuit, au cours d'orgie sacrée en l'honneur de Bacchus, déchiquette le jeune homme. Disperse ses restes au loin dans les champs. Et même encore une fois sa tête arrachée à la blancheur de son cou qui roulait dans le gouffre, emporté par le fleuve. Eurydice, 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 appelait sa voix et sa langue glacée. Une fois sa vie enfuie, malheureuse Eurydice. Et le long du fleuve, sur les rives, l'écho répétait Eurydice, 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 Eurydice. Merci beaucoup d'avoir rendu ce texte à sa vocation première, qui était d'être déclamé et non pas lu silencieusement. Il reste très peu de temps pour des questions, mais je pense quand même si une ou deux personnes ont envie de poser une question à Frédéric Boyer, vous pouvez le faire. Voilà, de façon un peu courte. Le micro vient vers vous. Vous parlez énormément dans votre préface justement de cette attention que vous avez à vous rapprocher finalement du texte original, à retourner vraiment vers la langue latine, au sens des mots, à cette idée de la récitation, de la déclamation, de redonner un côté chanté en fait à ce texte. Et à l'inverse, vous parliez justement des libertés avec lesquelles le traducteur précédent, dont j'ai malheureusement pas noté le nom, avait modifié finalement le sens et le rythme, notamment par l'alexandrin. Et assez récemment, dans une autre préface d'une autre traduction nouvelle d'un texte, j'ai retrouvé en fait les mêmes propos, avec une idée presque de déontologie, de mode dans la traduction contemporaine qui est en train de changer. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ça vous paraît déjà cohérent? Et puis, comment est-ce qu'on peut ne pas penser qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire dans ce rapprochement en fait, au texte, au rythme, aux mots, finalement, on est toujours dans une adaptation à notre langue actuelle, à nos mots, à nous, notre rythme. Et est-ce que finalement, on n'est pas une nouvelle mode dans la traduction dans cette recherche de la vérité et du texte plus vrai? Si, tout à fait. Non, mais d'abord, moi, si, vous avez raison. C'est-à-dire que, mais même le traducteur que j'ai cité, c'est l'abbé Delille au XVIIIe siècle. Quand il entreprend sa traduction, il pense au contraire qu'il rend justice à ce texte latin en le faisant sonner en quelque sorte dans l'alexandrin classique de l'époque. Au contraire, donc je pense que finalement, on ne fait pas mieux que l'abbé Delille. Simplement, toute traduction, effectivement, enfin en tout cas qui se soucie un peu de son geste, va s'interroger sur le texte original, va essayer, c'est ce que j'ai expliqué, d'essayer de dire comment aujourd'hui transcrire, pour pas être trop technique, le rythme de la phrase d'une langue autre, d'une langue ancienne en l'occurrence, dans un rythme contemporain. Voilà, donc, et sans trahir, là, sans trahir, je n'aime pas ça, c'est pas trahir, mais en ayant quand même le souci de respecter en quelque sorte l'ordre original de la langue. Enfin, voilà. Mais ça, c'est la question de toute traduction. Et ce travail-là, il recommence à chaque traduction, effectivement. Alors après, sous des aspects différents. Ce n'est pas tellement une question de mode, c'est que toute grande traduction se pose cette question-là. Mais par contre, de siècle en siècle ou de génération en génération, on se pose autrement cette question-là. Voilà. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parlait du chant, effectivement, il se trouve qu'en tant qu'éditeur, je vais faire de la publicité comme ça, je vais publier une nouvelle traduction de l'Odyssée par un helléniste qui s'appelle Emmanuel Laclou, et qui travaille, si vous tapez sur YouTube Emmanuel Laclou, vous verrez, il travaille sur le grec comme langue chantée. Voilà. Il dit le grec est une langue chantée, donc il va proposer une traduction dans un français dont il estime, lui,
que son texte va faire entendre quelque chose de ce champ de la langue. Voilà, bon, mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce souci-là, plus comme ça, qui traverse plusieurs traductions, mais il l'a toujours été d'une certaine façon. Ce qui change, c'est les moyens que l'on a aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai plus l'alexandrin aujourd'hui, donc je fais autre chose. Mais voilà, puisque la grande beauté du travail de traduction, c'est justement ce rapport entre les deux langues. Voilà, ce moment où les deux langues vont à la fois, d'une certaine façon, se parler, se comprendre ou ne pas se comprendre. Et voilà, et c'est ça qui crée, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui va créer un effet culturel très fort, effectivement. Parce que toute traduction est réciproque. Évidemment que moi, je force quelque chose en traduisant le latin de Virgile, mais en même temps, ce latin de Virgile, il a un effet sur ma propre écriture. Donc, c'est cette réciprocité-là qui crée la culture, effectivement, qui crée un effet, j'appelle un effet de civilisation, quoi, où effectivement, on ne crée pas une civilisation seule. Quoi. Là, on fonde une civilisation parfois en annexant aussi, mais dans certaines traductions, il y a un désir d'annexion aussi. Hein, mais voilà, en dialoguant, en annexant, en s'emparant, en détournant, en copiant l'autre. Voilà. Et c'est ce qui fait que... Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le travail de traduction. Voilà. Une phrase de votre texte liminaire qui est très belle, je trouve, qui résume bien. Vous dites « Les textes anciens ont certes toujours quelque chose à nous apprendre, mais d'une certaine façon, les textes anciens ont quelque chose à apprendre de nous. » Oui, je crois, oui. C'est une bonne synthèse. Est-ce que d'autres questions vous sont venues? Non? Non. Bon. Écoutez, je crois que de toute façon, il fallait qu'on est arrivé un petit peu au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Frédéric Boyer. Merci beaucoup, Pierre Beau. Et merci à vous d'être venu. Et bonne fin de soirée.